Bon, Merci. poserai peut-être des questions après, mais si la salle a envie de poser des questions, c'est le moment, juste avant la pause. Et puis, on pourra de toute manière, en fin de journée aussi, revenir sur certains des points. Est-ce que quelqu'un veut poser une question aux intervenantes? Mireille. Attends. Merci. C'est un souvenir familial que j'ai retrouvé parce que je sais que mon oncle était abonné à Harach, mon père le lisait aussi, et il parlait de tout ce qui a été dit, les anciens Arméniens, ceux qui sont venus en France, etc. Et c'était leur culture, leur école. D'ailleurs, beaucoup de personnes à l'origine ont appris l'arménien avec Harach. Tout à fait. C'était aussi, je vous l'ai dit dans les objectifs du journal, un vecteur pour garder la langue. Déjà la garder, enfin ce verbe-là, ce choix-là, c'est vraiment déjà un terme de préservation. Et en fait, Harach a été le vecteur de ça. Et bien au-delà de la période que j'ai étudiée, on sait que Harach a mené un travail conséquent pour trouver le mot juste. Pour trouver à chaque fois comment dire des termes nouveaux également en langue arménienne, de manière à ne pas finalement abîmer cette langue. Et donc voilà, au gré des générations, parce que de 25 à 2009, effectivement, il y a toujours eu ce travail sur la langue dans le journal. Et avec pédagogie, dans les images peut-être que j'ai vues tout à l'heure, il y a quelques mots pour lesquels, quand les Arméniens ont besoin de savoir le mot français est indiqué. C'est quand même assez rare dans Harach d'aller trouver du français, on en a, mais... Donc en fait, il y a ce pragmatisme aussi, de rendre utile la langue, d'un côté arménienne, comment est-ce qu'on va dire ce terme-là, et disons-le bien. Et de l'autre côté, si on a besoin de l'employer parce qu'il y a une fin très pratico-pratique, eh bien voilà le mot et je vous donne la carte, le passe-partout. Donc Harach a été aussi ce vecteur-là. Enfin, je n'ai pas pointé ça, mais oui. Ça s'inscrit d'une certaine façon dans la grande tradition de la presse arménienne depuis le premier périodique Astara, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette volonté à la fois de cultiver, enfin de rendre compte de la réalité arménienne, du monde arménien qui est déjà éclaté, de travailler aussi sur la langue, parce que l'arménien classique, quand les premiers journaux apparaissent, c'est tabatarné, enfin c'est comme le bas latin ou le vieux français, donc il y a aussi une volonté de travail sur la langue, de servir d'archive aussi, dire à la fois de témoignages et d'archives et d'objets culturels. Donc, d'une certaine façon, ça s'inscrit dans une vieille tradition, de toute la presse arménienne, et qui a un développement tout à fait particulier. Enfin, à une époque, j'avais compté plus de 4000 titres. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, sans compter la presse sur Internet maintenant. Alors, ce qui est particulier avec Harach et quelques autres, c'est qu'il y en a très peu qui sont qui ont une si grande longévité. Il n'y a que quelques titres qui ont comme ça perduré pendant des décennies. Souvent, il y a un titre qui apparaît, une feuille de chou avec le même éditeur, typographe, imprimeur, etc., qui ne survit pas faute de moyens. Il y en a dans certains un peu plus, mais les journaux de grande longévité sont rares. Et ça se tient aussi peut-être aussi au contexte français ou à des contextes parfois bienveillants ou moins bienveillants, parce que dans tous les pays où ils sont parus, c'est souvent paru dans l'exil, où il y avait moins de censure que dans l'Empire ottoman ou en Russie ou en Iran. Mais après, il faut aussi des gens qui le lisent et qui l'achètent. Donc s'il n'y a pas de communauté, ça ne marche pas. Donc la particularité, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait une communauté ici suffisamment importante, même si ce n'était pas que pour la France. Et puis, la ténacité aussi de son créateur et de la famille. Et puis, son rôle de structuration. C'est maillon, mais c'est aussi une structuration, intégration, de même ce que tu évoquais pour le parti, les communistes arméniens, d'une certaine façon, c'est un mode d'intégration dans la société, dans une partie de la communauté. Dans la culture des camarades. Voilà, oui, mais pas seulement. C'est aussi le PCF est aussi partie de la vie française. Et donc du coup, c'est par cette voie-là, mais d'autant qu'ils sont ouvriers.
J'aurais une Bien sûr. deuxième question à Maral, toujours. Désolée, comme je suis doctorante et enseignante, moi, c'est vraiment la méthodologie aussi qui m'intéressait. J'aurais voulu, peut-être que vous nous l'avez dit d'entrée, mais j'ai pas entendu. Donc, j'ai 3 questions. Vous choisirez celle que vous voulez. La première, c'était déjà nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette chronologie, pourquoi donc les 5 premières années. La deuxième, c'était comment est-ce que concrètement vous avez travaillé, puisque vous nous avez dit à quel point vous avez utilisé la BULAC. Donc concrètement, en fait, est-ce que vous avez regardé un par un les numéros et comment est-ce que vous êtes organisé dans ce travail? Et puis, justement, en fait, je rebondis un peu sur la question de Mireille. Donc là, vous nous avez présenté le discours que Harach veut défendre, ce récit. Est-ce que vous avez songé à travailler sur la réception en fait de ce discours de Harach, et comment est-ce que vous pouvez en tout cas les mettre, les confronter ou les comparer? Je vous remercie pour vos 3 questions et en fait, j'aimerais tellement répondre de manière compacte aux 3 parce que les 3 m'interpellent. Donc, merci pour chacune d'entre elles. Alors, pourquoi cette chronologie? Alors, simplement, je vais resituer ce travail-là dans le cadre du master IMAS. Sous l'impulsion de Mélanie Kélédjian, la professeure, elle nous a donné le travail de travailler sur la presse arménienne. C'est un master international, devrais-je le dire. Donc, finalement, la presse arménienne, où on veut. Et moi, je suis née, j'ai grandi en France, j'ai choisi la France. Je rebondis sur votre intervention. Harach était un membre de la famille jusqu'en 2009. Donc voilà, pour moi, il y avait cette proximité-là. Donc pourquoi Harach? J'ai commencé par là et j'ai voulu commencer par le début parce que je ne suis pas une spécialiste ni de la presse, ni de Harach, ni de l'histoire. Et donc quand j'ai commencé, je suis vite arrivée dans on en parlait tout à l'heure, juste avant de commencer cette séance. J'ai commencé par le début, puis en fait je me suis dit, ah oui, mais alors les événements de 1929, la crise financière, ah là là, les bruits de bottes des années 30, la Seconde Guerre mondiale, en fait comment est-ce que le journal s'arrête, comment le journal reprend, qu'est-ce que dit le journal quand on revient de la Deuxième Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, à ces Arméniens, enfin bref, je me suis retrouvée dans les années 60. C'est impossible à compacter. En fait, c'est passionnant, Harach. Harach en lui-même est un objet d'étude. Donc simplement, dans votre 3e question, c'est-à-dire est-ce que je redonne écho, évidemment, en fait, il y a aussi l'écho et la manière, parce qu'il y a des questions-réponses, il y a des débats dans Harach. Je me suis exprimée sur la position de ce que devraient être les ouvriers en France et ce qu'ils devraient faire les ouvriers arméniens, et puis il y a la réponse qui arrive 3 numéros plus tard. Enfin, il y a aussi de ça dans Harach. Et donc j'ai choisi premièrement de resserrer le temps en me disant, pour livrer quelque chose, regardons les premières années. Donc là, c'était vraiment un travail pour me dire, mais quels sont les premiers messages qui sont adressés? L'impulsion initiale. Et donc là, ça m'a forcée. Je ne suis pas de gaieté de cœur, mais c'est comme ça qu'on fait. Du coup, ça m'a forcée à resserrer le temps en me disant, mais qu'est-ce qu'on adresse à des Arméniens quand ces Arméniens veulent lire pour la première fois? Au moment où paraît Harach, ce que je peux vous dire, pour rebondir sur la question sur les ressources de la BULAC, c'est que j'ai eu besoin de comprendre, quand paraît Harach, qu'est-ce qu'il y a autour de Harach à ce moment-là? La tradition de la presse arménienne en France, elle démarre au milieu du 19e siècle. On a déjà quelques titres qui sont encore là pour certains, alors avec des histoires un peu entrecoupées, au début des années 1900. Quand paraît Harach en 1925, on est dans une tendance qui est plutôt croissante, avec une dizaine de titres qui existent, mais alors des titres qui ne sont pas avec une périodicité qui sont 3 fois par semaine, et puis des choses variables. Enfin, il y a ceux qui commencent et puis ceux qui s'arrêtent, dans la même année. Au début des années 30 jusqu'en 32-33, on dénombre une vingtaine de titres. Donc quand paraît Harach, il n'est pas le seul sur la place. Donc finalement, je me suis dit, ah ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'apporte Harach et qu'est-ce que va vouloir véhiculer Harach? Et donc voilà comment j'ai resserré mon terrain. Et les ressources à la BULAC m'ont permis de mieux comprendre Harach dans son paysage, parce qu'il y a eu le cycle en 2015 probablement. Un cycle de conférences qui donnait énormément d'interventions. Il y a également les interventions de Krikol Boldian. Il y a énormément de documentation qui sont disponibles sur les ressources également numérisées de la BULAC. Et donc, voilà, pour moi, de parcourir ça, c'était juste finalement prendre un contexte et en même temps me forcer à ne pas parler de ce qu'on trouve dans les colonnes de Harach. Et ça, c'est terrifiant parce qu'en fait, ce que je vous montre, c'est le regard sur la France,
c'est le pouillème de ce qu'on trouve dans Harach. Le corps de Harach, c'est de donner des Arméniens, des nouvelles des Arméniens aux Arméniens, de structurer la pensée, de structurer la communauté. Et donc, quelque part, pour moi, l'effort, là, ça a été de m'extraire de ça en me disant, je veux regarder que ce qui concerne l'image de la France et qu'est-ce que je vois dans le miroir quand je regarde. Et donc, voilà, j'ai parcouru les numéros, effectivement, comme ils sont numérisés cette fois-ci par le site de Aram. Et en regardant les titres déjà pour me dire mais de quoi ça parle, et donc j'ai exclu les sujets qui n'étaient pas tournés vers cette France-là, uniquement elle, et à partir de là j'ai fait ma sélection, et puis voilà, ensuite il faut en arriver là. Je crois avoir couvert vos 3 questions. Alors juste pour un petit peu compléter, enfin là, les nouvelles générations bénéficient de moyens absolument fabuleux parce que, bon, de mon temps, voilà, il y avait bien sûr, on avait accès à la bibliothèque des langues zo, mais c'était loin d'être numérisé. Puis une partie des vieux fonds étaient cachés derrière, c'était pas dans les petits, il y avait des fiches en carton, mais il y avait d'autres fiches sur papier derrière, il fallait être bien avec la bibliothécaire pour qu'elle vous les sorte. Bon, il y a aussi bien sûr toutes les ressources de la bibliothèque Noubar. Bon. Et puis maintenant, il y a beaucoup de numérisation tous azimuts. La Bibliothèque nationale d'Arménie a aussi beaucoup numérisé de presse, non seulement d'Arménie, mais de toute la diaspora et des titres anciens. Alors parfois, les collections sont incomplètes aussi parce que, bon, enfin, on a des ressources absolument fabuleuses sur voilà, tous les journaux qu'on peut, voilà, et de France et d'ailleurs. Et donc, c'est peut qu'encourager les recherches sur la presse, mais qui est infinie. Je vous dis, c'est peut-être une des spécificités des Arméniens. Enfin, je ne suis pas sûre que d'autres diasporas, enfin, bon, peut-être les Grecs, si, quand même, certainement, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait aussi autant de vitalité de ce point de vue-là. Donc, voilà, donc il y a aussi beaucoup de ressources. Mais comme vous l'avez dit, je pense qu'on ne peut pas... Enfin, c'est bien d'avoir choisi un angle. On peut pas, Harach mériterait plusieurs thèses, hein, donc... Oui, tout à fait. Comme d'autres journaux d'une façon générale. Il y avait une question, Gérard. Il faut appuyer quelque part, je pense. Il faut appuyer peut-être sur un bouton, non? Oui, ça marche pas. C'est pas grave, je vais parler plus fort. On l'entend. Mais du coup, on va peut-être pas enregistrer. Ça sera la dernière question aussi. Après, ouais, vas-y. J'aimerais savoir si, à travers ces 5 premières années, on voit bien la différence entre la ligne éditoriale du journal et la ligne du parti. Parce que finalement, le journal, il est créé par une décision du parti, le 4e Assemblée générale d'Aşanktuğ qui décide de relancer l'édition de Harach qui s'était arrêtée en 1920 avec l'extraction de la Première République d'Arménie. Est-ce qu'on sent bien cette différence de ligne donc, entre la ligne éditoriale et la ligne du parti, et finalement que dans le temps ça va se développer et puis ça va devenir aussi le journal des intellectuels arméniens de la diaspora avec Hayrenik de Boston. Voilà, merci. Alors, pour vous répondre, je ne sais pas vous répondre tout à fait parce que je ne suis pas assez documentée exactement là-dessus, c'est-à-dire sur le parti en tant que tel et du coup pour faire la différence avec la ligne éditoriale de Harach. Néanmoins, ce qu'on trouve dans Harach, c'est évidemment quand il y a une information à donner par rapport au parti et ou à ses orientations, on les trouve dans les pages du journal, y compris dans les premières années. Néanmoins, la plume, dès lors qu'elle est celle de l'éditorial, elle se revendique à chaque fois quand même positionnée isolément. Ça, c'est ce que j'ai pu en lire. Mais je le dis avec humilité et prudence parce que je ne suis pas allée faire justement ce travail de fourmi pour attester qu'il y a une différence ou pas. Donc, pardonnez simplement ma réponse un peu vague, mais par le souci d'être exemplaire sur ne pas vous trahir sur ma réponse. En fait, ils ont toujours... Enfin, Harach et ensuite Arpik, qui défendait le temple, a toujours veillé à
a souligné qu'il y avait une indépendance du journal. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est réelle, parce qu'il y a quand même certainement un financement. Shavash Missakian était dans les instances du parti, la plupart des grands contributeurs aussi. Mais de façon générale, enfin, la position du parti d'Ashnak est un petit peu différente. Comme les partis socialistes, c'est différente du PC. Le PC, il faut être des militants quasiment professionnels. Bon, les socialistes, on admet aussi les sympathisants ou d'autres voix. Donc c'est aussi une différence de positionnement plus global du parti d'un parti classique, qui est proche de la SFIO, de la deuxième internationale par rapport à la troisième internationale et à la vision de la vie politique. Alors après, c'est clair que ça reflète, il est toujours connoté comme un journal dans la mouvance d'Ashnak au moins, mais c'est pas l'organe du parti. Il y a l'organe du parti qui existe par ailleurs. Si je peux, en fait, c'est Rachik Tulian qui signalait lors d'un des cours de Karen Jalatian cette semaine un élément qui, moi, m'avait pas marqué, mais en fait qui est très clair, c'est qu'il y a quand même un certain moment où il y a un divorce entre Harach et le parti Tashnag, et la preuve, c'est que le parti Tashnag, à ce moment-là, essaye de lancer une sorte de contre-journal qui est GAMK, et qui est destiné à être le quotidien, organe du parti, parce que justement, Harach ne remplit plus ce rôle. Alors en fait, avant ça, il y a les journaux qui sont dans la diaspora affirmés comme les organes du parti. Il y a GAMK en France, mais il y a eu ALIC, Horizon, etc. GAMK n'est pas apparu tant que Harach jouait ce rôle, tu vois, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, mais ça correspond à une scission dans le parti. C'est pas simplement, c'est une scission dans le parti qui s'est faite à ce moment-là, mais qui correspond à des scissions dans le contexte des guerres froides, des hashtags du Moyen-Orient, d'Iran, d'Arménie, de France et d'ailleurs. Et donc ça a été aussi, c'est pas simplement au niveau de la couleur du journal, ça correspond à autre chose. C'est pas donc il y a eu GAMK a repris ça, puis bon, mais c'est Bon, ceci dit, il y a eu des scissions dans le parti d'Ashnak aussi dans les années 20, parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs mouvements, donc c'est pas uniforme, et puis il y avait des tendances différentes, justement entre les Caucasiens et les Arméniens de l'Empire ottoman, entre la droite, la gauche, qu'on retrouvait autrefois dans Oussanour, dans la revue des étudiants, suivant où vous avez aussi étudié. Donc on est aussi, les communautés, les différentes diasporas sont le reflet aussi des pays dans lesquels ils vivent et de leur passé d'empire. Et des expériences historiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors de temps en temps, ça se rejoint ou ça se reflète dans les différents éléments présentés. Mais c'était pas vraiment une différence entre... parce que Harpik, à un moment donné, a été viré du parti d'Ashnak. Enfin, je veux dire, donc, et quelques autres. Il y a eu des reprises en main, mais... aussi, ça correspond à ce qui se passe dans la vie des pays et les différentes plus globalement tout le contexte de la guerre froide, même quand on a retrouvé la scission dans l'Église. Donc de ce point de vue-là aussi, tout ce qui s'y passe ou tout ce qui est, ça, si on sait lire Harach, on lit les articles, il faut les lire. Tu as raison, Anouche. C'est un document aussi d'archives, donc c'est comme tout document d'archives. Pas parce que c'est écrit ou que c'est dit à la télévision que c'est vrai. Il faut dire dans quel contexte c'est écrit, faire la critique du document, de l'article, de remettre en perspective. Et en tant que tel, même les archives officielles de n'importe quel autre pays, c'est pas la vérité absolue qui n'existe pas d'ailleurs. C'est un document parmi d'autres à analyser à la fois littéralement, mais aussi en contexte qu'il écrit, pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est justement de ce point de vue-là, vu la longévité, on arrête et on va faire une petite pause café pour pas. On va faire comment dire. On avait commencé ponctuellement, mais on ne finira jamais ponctuellement, mais on va essayer de rattraper. Bon, on fera ça un petit peu, on rattrapera sur le temps du déjeuner, mais on va s'arrêter là. Et puis, bon, certaines questions feront, à mon avis, apparaître dans la deuxième partie de cette... non, c'est pas celui-là. De cette matinée qui va se poursuivre avec les autres exposés sur le thème des mobilisations.